infirmière au centre antibiotique. Donc, ça fait 6 ans que je suis. Avec le médecin responsable du centre antibiotique. Je pense qu'on va pouvoir. Alors, du coup, on va faire une petite présentation sur le monde pour le risque hémorragique auriculaire. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous poser quelques petites questions pour savoir si vous pouvez réagir à distance, juste pour savoir un petit peu. Donc, il y a les internes, je comprends. Il y a des médecins aussi avec nous. C'est ce que vous dites. Oui. Médecins seniors et les médecins. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. OK. Alors, combien parmi les sont déjà intervenus dans la prise en charge de patients avec un risque hémorragique? Juste lever la main. Deux. Vous avez la main? Vous avez la patiente? Reste. Oui. En distanciel, ça va être compliqué, mais je ne sais pas si vous m'entendez. On va passer en ligne. Est-ce que vous disposez d'une procédure de prise en charge anti-rabique dans le service? Ça vous dit quelque chose? Oui, on a un protocole. Oui. Okay. C'est sous quelle forme? Est-ce que vous savez où c'est? Non, je ne sais pas. C'est un classeur des protocoles, c'est un classeur de limites pour les rendez-vous. Voilà, ça a été arrêté il y a pas longtemps à nouveau. Est-ce que vous connaissez les différentes façons de joindre le centre antirabique? Combien parmi vous connaissent la façon de joindre le centre antirabique? Je vais poser la question. Est-ce que vous trouvez difficile de joindre le centre antirabique puisque vous avez contre l'éducation? Est-ce que vous connaissez les fiches de renseignement d'exposition à J0? Combien de personnes connaissent ces fiches? 2 personnes. Est-ce que vous les transmettez systématiquement quand vous recevez un patient pour une exposition, donc sur le flux? Non, pas systématique. Moi, je vais dans le classeur de limites, je pensais que c'était récupéré par la secrétaire. Ok. Non. D'accord. Alors, ça me passe. En fait, moi, je les remplis et je les remets dans le classeur avec la feuille de rendez-vous. Comme ça, je me dis à la secrétaire. On va voir ensemble les possibilités qui sont pratiques. Okay. On va commencer avec la présentation du coup. Un petit peu de point. Une fois sur la formation. Voilà, donc on va commencer quand même par des rappels rapides de la page. Après, on va passer au contexte épidémiologique qui est la page IEM. Et puis après, on va prendre vraiment le sujet principal, l'objectif de la présentation, c'est la prise en charge en IEM et quelques cas cliniques. En fonction du temps que nous aurons, on va essayer de savoir. Alors, juste pour rappel, donc la rage, c'est une zoonose virale, donc transmise par des animaux à l'homme, qui se retrouve dans la salive de l'animal malade en fin de maladie. Donc, ça concerne les mammifères, donc ça peut être des domestiques, sauvages. Et il faut exclure tout ce qui est petits rongeurs, je précise petits rongeurs, parce qu'en même on a des gros rongeurs, qui peuvent être concernés. Et les non-mammifères, donc tout ce qui est insectes, reptiles, caïmans par exemple, c'est pas dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que la transmission se fait par une griffure, morsure ou léchage sur peau lésée. Donc, ça peut être aussi léchage sur muqueuse. Et un point qui est important à souligner, c'est que l'animal peut être excréteur avant l'apparition de symptômes. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'il semble tout gentil, c'est bon. Il peut déjà avoir le virus au niveau de sa salive et être contaminé. Donc, on va revenir sur ce point-là tout à l'heure. On va parler de la prise en charge. Ça, c'est très important. Donc, l'incubation, elle est parfois longue, mais une moyenne de 20 à 90 jours. Donc, généralement, on dit 3 mois. Et la maladie, le virus peut entraîner une encéphalite. Donc, ça va atteindre du coup, le système nerveux. Il y a 2 types de rage possibles. Celle qui est furieuse, qu'on connaît le plus, et qui se voit, mais il y a aussi la rage paralytique. Donc, le plus souvent, c'est la rage furieuse qui est le plus rencontrée. Et l'important, c'est que la rage 100% létale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de soigner quelqu'un qui a déjà des symptômes. C'est trop tard. D'où tout le travail qui est fait en amont, le travail assez important aussi, le signalement. Et on va y revenir, puisque du coup, ça permet aussi
de prendre en amont la prise en charge du patient. Donc, au niveau du contexte géographique, donc, la Guyane est considérée comme une zone benzotyrallique. Parce que là, je vous ai mis un petit tableau des principaux réservoirs et leur répartition dans le monde. Donc, je n'ai pas tout mis du tableau, mais juste la partie qui nous concerne. C'est qu'en Amérique, principalement en Amérique du Sud, on a des chauves-souris hématophages. Donc, ce mode d'alimentation fait que les chauves-souris peuvent exposer les autres animaux à une contamination lors de repas sanguins. Donc, on a 108 espèces de chauves-souris, mais principalement les chauves-souris hématophages qui peuvent transmettre et faire circuler la rage familiale. Et il ne faut pas exclure aussi la possibilité d'entrée d'animaux contaminés en provenance du Brésil, puisqu'au Brésil, il y a la rage canine qui circule. Donc, on a ces possibilités-là, et comme les frontières sont fluviales et pas faciles à contrôler, donc on a aussi cette possibilité de contamination provenant du Brésil. Et du coup, les chiens aussi, il y a des cas de chiens à caractère. On y arrive. On y arrive. Je savais que cette question. Donc, voilà. Alors, on va continuer sur juste le contexte géographique. Donc, en Guyane, on a aussi des situations à risque d'exposition. Elles sont assez nombreuses quand même. On a pas mal d'animaux domestiques errants et divagants qui sont laissés comme ça en liberté et qui mordent, avec une faible couverture vaccinale. Donc, souvent, quand vous allez recevoir des patients, vous allez demander est-ce que le chien est vacciné, on va vous répondre souvent non. Et j'ai envie de dire que nous, ce n'est pas sur ça qu'on va se baser pour décider de notre avis. Ce n'est pas la vaccination, pas du chien qui compte. On a des travailleurs qui séjournent en forêt, qui sont exposés aux morsures de chauves-souris, principalement les militaires qui sont en mission en forêt. On en reçoit pas mal régulièrement. Les employeurs, eux, un petit peu moins, c'est un peu difficile pour eux de venir, mais ça arrive parfois de venir dans leur traitement. Et on a aussi la population autochtone qui vit dans des maisons pas complètement fermées, ils ne sont pas vraiment protégés des morsures de chauves-souris, et du coup, ils sont exposés aussi aux morsures. Nous avons aussi les sites touristiques à risque. Alors, ça peut être les carvers, où les personnes vont aller sans se douter qu'ils peuvent se faire mordre par des chauves-souris. Et ne pas les diagnostiquer, se dire que bon, il y a pas de diagnostic, voilà. Alors que les chauves-souris, dans la nuit, elles vont et dans les morts. En noter le petit doigt de pied, en tout cas, les parties du corps qui sont accessibles. On a aussi les îles touristiques, donc que ce soit les îles du Salut, l'île de la mer, où vous retrouvez une forte population de singes et qui exposent ces visiteurs à des morsures parce qu'ils sont maintenant apprivoisés et ils se laissent facilement approcher. Malheureusement, ils ne mordent plus. Et avec tout ça, on a la complexité de faire venir des patients qui sont en commune isolée et il faut souvent jongler avec pirogue, avion, ce n'est pas toujours évident. Donc tout ça rend un petit peu complexe du coup la prise en charge. Donc pour juste revenir un petit peu sur les sources d'exposition en Guyane, donc nous avons la chauve-souris qui est le réservoir habituel, donc d'où le terme rage d'échinophtère. Donc c'est celui qu'on retrouve en Guyane principalement, mais il ne faut pas exclure du coup la rage canine en provenance du Brésil. Et bien sûr, tous les animaux, les mammifères, peuvent être des vecteurs suite à une contamination par des morsures de chauve-souris. Et après, par la suite, accidentellement, l'homme va être exposé suite à une morsure qui fut un vecteur ou directement une morsure de chauve-souris. Alors, au niveau des chiffres. Donc, le dernier cas de rage animale qu'on a recensé en Guyane, c'était en 2015. C'était un chiot. C'était à Cayenne et il était porteur du virus de la rage, il en est décédé. Donc, il n'avait pas exposé, il n'avait pas touché, mordu, exposé les personnes auparavant. En tout cas, il a été diagnostiqué positif à la rage. Sinon, juste avant, en 2011, les chauves-souris. Et en métropole, vous avez un cas, le dernier cas, c'était en 2020. Et c'était un chiot qui m'a fait illégalement en France, parce que la France, il y a même de rage terrestre, mais on a quand même des entrées illégales d'animaux en provenance de pays endémiques de rage. Et là, c'est un chiot en provenance du Maroc. Pour ce qui est des cas humains, le dernier cas est le seul cas recensé. Le seul cas, puisque peut-être en a deux, le seul connu, c'est en 2008. C'est un homme de 42 ans qui a été réuni en Montjoly
Alors, il semblerait que ce serait plus des chats que le chien qui sera la source, mais en tout cas, c'était le virus transmis par les chauves-souris. Le cas de chien, comment s'appelle le quartier en face du l'impression que c'est des espèces. Moi, je pense que de toute façon, c'est là qu'on peut dire que c'est vraiment le centre Cayenne et non pas la périphérie, je ne sais pas quoi. Si vous voulez vérifier chez SCHI, vous pouvez aller sur le site du Centre national de référence de la pêche. Et le dernier cas de rage humaine recensé en France, c'était un homme qui aurait peut-être été contaminé par une chauve-souris ou transplantée. Mais sinon, les autres cas, c'était des rages importés des touristes en provenance de ce pandémie. Le plus souvent, c'est ce genre de cas qui sont censés en métropole. Alors, maintenant, on va passer à l'activité du centre anti-rabique. Donc, on reçoit pas mal de patients pour des expositions présumées à la rage et on constaterait que ce chiffre a augmenté à partir de 2008. Si vous marquez 2008, c'est la date du premier cas de rage. Du dernier cas, voilà, dernier, ça ne dirait pas d'autre. Du dernier cas de rage. Et donc, à partir de là, il y a une prise de conscience voilà, qu'il fallait consulter en cas de griffure monture. Et les chiffres ont augmenté progressivement, voilà, ça fluctue en fonction des situations. 2020, 2021, avec le Covid, donc c'est un petit peu baissé. Mais en tout cas, en termes d'activité, sur le plan national, on est quatrième pour ce qui est de la prise en charge des patients en post-exposition. Après l'Institut Pasteur, Lyon, Strasbourg, sur les 61 centres anti-rabiques sur le territoire. Maintenant, on va regarder un petit peu les données en provenance des patients qui sont adressés des urgences. Donc, on regarde les patients qui sont adressés des urgences, ça représente 35% des consultants. Donc, on se dit que ce chiffre est un petit peu biaisé, puisque parfois, tout le monde n'a pas le réflexe de dire, de contacter le centre anti-rabique. Donc, peut-être qu'on en aura un petit peu plus. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre de présentation pour vraiment insister sur le fait de ne pas hésiter à nous contacter, puisque ça peut arriver parfois des patients qui ne sont pas au courant, qui avaient consulté le centre. En tout cas, c'est quand même une proportion assez intéressante. Concernant les petits animaux qui sont responsables des expositions, vous verrez qu'à chaque fois, celui qui remporte c'est le chien. Le chien est le premier vecteur, c'est-à-dire que généralement, les gens consultent pour des morsures de chien, mais il y a aussi des morsures de chauve-souris. Il y a un petit peu plus de morsures de chauve-souris finalement que de morsures de chat. Et pour les patients qui sont adressés des urgences, il y a cette même tendance, avec principalement des morsures de chien. 70% des expositions sont des morsures de chien. L'animal, il était pas du tout. Non, juste à il n'y a pas de signe toujours. Généralement, le contexte est banal, les gens pensent qu'il n'y a rien. Ils n'ont même pas besoin de consulter comme celui-ci. Alors qu'il peut y avoir une contamination à l'abri et puis après, c'est tout ça. Donc, généralement, le chien n'est pas. Il n'y a pas de signe vraiment de rage. Et du coup, vous dites 30%. Je peux ou à la fin. Si c'est sur les données, vous dites 30% du coup d'adresse par urgence. Les autres patients, ils viennent plus spontanément. Les autres patients, je reviens juste dessus. Du coup, les autres patients, ils sont adressés. 20% viennent des antennes, c'est l'IPS, et plutôt qui sont à chaud et à Kourou. Les autres, on a plus de 30% qui viennent directement. Soit adressés par les médecins traitants, soit de bouche à oreille, la personne sur qui peut être consultée. Donc, on a quand même 30% de consultations directes. J'ai des cas comme ça, ici, dans l'Institut Pasteur. Des fois, ils ont vraiment parfois. On est sur Internet, ça a été vraiment compliqué.
Donc, je voulais juste passer sur un petit peu les sévérités au niveau des consultations. Donc, généralement, on a affaire à des morsures et des griffures qui ont saigné. Donc, le plus souvent, les personnes vont consulter souvent aux urgences parce que la plaie a saigné. C'est rare que vous allez avoir souvent des personnes qui consultent sur des plaies qui n'ont pas saigné. On reçoit de tout, on reçoit aussi des patients pour des morsures qui n'ont pas saigné. Et on verra que même là, il peut y avoir un traitement qui peut être proposé. Donc, 90% des expositions sont des expositions qu'on appelle de grade 3. Et les grades 3, pour nous, sont considérés comme étant les griffures qui ont saigné initialement. Et ce qui est important de noter, c'est que 20% de ces expositions sont des animaux non surveillables. Donc, ce chiffre de 20%, vous allez le retrouver tout à l'heure, on va parler des traitements. Au niveau des urgences, c'est la même tendance, donc 90% des patients que vous avez adressés de 2019 à 2021, c'était principalement des morsures de 23. Au niveau de la répartition des sièges, donc le plus souvent, c'est les membres inférieurs. Donc, des morsures au mollet, au pied, ça se comprend par rapport à la morsure du chien. Mais on a quand même des morsures à la tête. Et dans ces cas-là, souvent, c'est les enfants qui sont... On a des morsures au niveau de la tête, souvent des enfants en bas âge, à partir de 6 ans, qui sont concernés. Donc, 20% de ces patients ont bénéficié d'une sérovaccination. Donc, c'est sérum antirabique et vaccination antirabique. Donc, si on revient sur la diapo juste avant, ça correspond à ces 20% des animaux non surveillables. Au niveau des soins de la prise en charge non spécifique, qui a été prodigué au niveau des urgences. Donc, on a remarqué quand même qu'il y avait une bonne prise en charge, une très bonne prise en charge, puisqu'il y a une désinfection qui a été faite au niveau des plaies. Et ça, c'est très, très important, puisque le virus est très sensible aux détergents et aux produits. Donc, c'est très important d'effectuer cette partie-là. Très peu ont été suturés, ça se comprend. Et l'antibiothérapie, le plus souvent, a été prescrite. Voilà. Donc, on va détailler maintenant les mesures non spécifiques. Donc, c'est ces mesures qu'on s'attend à ce que vous appliquez au niveau des urgences. Ça, c'est vraiment avant la prise en charge de centre antibiotiques. C'est-à-dire, tout patient qui consulte un centre de soins aux urgences, il est impératif de faire des soins locaux. Les soins locaux, c'est vraiment un lavage abondant, eau et savon, si possible, 15 minutes. Là, l'objectif, c'est d'enlever le plus possible de germes au niveau de la plaie et la désinfection. Après, il y a une prise en charge qui peut se faire au bloc opératoire, ça arrive souvent pour le traiter l'avant. Ensuite, la mise en place d'une antibiothérapie. Ça, c'est souvent dans le cas des plaies conseillées. C'est bon. Et troisième chose importante, c'est de vérifier le statut vaccinal antitétanique du patient. Donc, ça peut se faire juste avec le carnet de vaccination, sinon des tests rapides pour savoir s'il ne faut pas effectuer le rappel vaccinal. Et le quatrième point, donc, à la suite de tout cela, contacter le centre antirabique. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on insiste parce que même si l'animal ne semble pas dangereux, ne semble pas un porteur de rage, c'est vraiment au centre antirabique que ça va être déterminé. Et la consultation, du coup, servira à voir s'il faut pas mettre un traitement au patient. Donc, n'hésitez pas à contacter le centre antirabique, que ce soit le centre directement ou le téléphone d'Astra qu'on va donner tout à l'heure sur les numéros, et d'envoyer le patient en consultation dès le lendemain. On a un créneau qui est réservé à partir de 9 heures. Il ne faut pas hésiter à programmer le patient. Et si c'est en week-end, le lundi d'après. Et la transmission systématique des fiches de renseignement depuis le c'est ces fiches dont je vous parlais au début. Et ça nous permet de savoir en amont que le patient va recevoir voilà, les éléments importants. Et ça peut arriver que le patient ne vienne pas. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir des informations pour contacter cette personne. C'est vraiment très important. La transmission par fax ou
La face qui est très facilitée. La face qui je vais passer directement au numéro 10. Voilà. De toute façon, c'est sur la procédure. Sur les fiches, vous les avez en bas de fiche. Sur la procédure aussi, on s'est permis de changer le numéro de fax sur votre procédure parce qu'elle était plus actuelle. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Entre 9h et 16h, vous aurez la ligne directe 39 51 00. En dehors de ces heures-là, vous avez l'astreinte qui est fonctionnelle 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 avec une infectiologue d'astreinte qui va prendre les signalements, voilà, compléter la prise en charge à la nuit et organiser la prise en charge de sans frontières. Voilà, et du coup, le fax que vous avez sur les fiches, donc, ou par mail, parce que certains envoient par mail, comme on a remarqué, donc il faut vraiment pas hésiter. Je reviens juste sur le petit réseau que nous avons. Donc, nous ne sommes pas du coup les seuls à prendre en charge des patients exposés au risque radique. Il y a un seul centre en Guyane, c'est celui du CHC, qui a habilitation, en plus de vacciner, à effectuer une sérothérapie des immunoglobulines. Après, on a 7 antennes qui sont réparties sur tout le territoire. Donc, à Kourou, on a 2. Au Chaude, on a 1. Ensuite, vous avez dans les CDPS de Ressenti, à Patou, Marie-Passoula et Saint-Georges. Et comme ce n'était pas suffisant, parce que les patients viennent parfois de très loin en pirogue, donc il y a une dotation qui a été mise sur certains sites, notamment Camopi, Poisseau et Papachon. Et même là encore, ce n'est pas suffisant. Il y a des CDPS sur le sud Marie-Passoula qui, des fois, les patients, ce n'est pas facile pour eux. Mais on essaie de s'organiser, au moins ils peuvent se rapprocher de l'antenne de Marie-Passoula. Et vous intervenez les urgences pour tout ce qui est signalement. Donc, il n'y a pas de vaccination possible aux urgences italiennes, puisque le centre est juste à côté. Mais par contre, il faut signaler toute l'adventure de méfeu. Il y a aussi les services sanitaires interarmés, les médecins libéraux qui nous appellent, qui nous appellent le samedi directement parfois. Voilà. Donc, on a cette collaboration qui se fait avec les antennes. Donc, ils nous appellent systématiquement. La prise en charge est décidée par le centre antirabique. Parce qu'ils sont envoyés, le patient est transféré ses besoins et parfois la prise en charge se poursuit dans les antennes. D'où l'importance des vaccins qui sont mis à disposition sur place pour le patient s'est isolé. Maintenant, on va passer à la prise en charge spécifique pour que vous voyez ceux qui décident, ce qui permet de décider d'une prise en charge. Donc, la première chose, c'est évaluer la plaie. On va mettre mon grade sur cette plaie. Ensuite, on va apprécier le risque d'exposition en fonction de l'animal mordeur. Et enfin, on va vérifier si l'animal peut être surveillé ou s'il est mort, si on peut faire un examen biologique. Donc, on a détaillé toutes ces parties. Donc, pour ce qui est des plaies, donc on va, en fonction des critères de l'OMS, l'OMS considère qu'un grade 1, c'est un contact, léchage secours intact, il n'y a pas de prophylaxie post-exposition. Un grade 2, c'est quand la peau elle est lésée, mais sans saignement, il peut y avoir une vaccination. Par contre, quand il y a saignement, donc le dernier traversé ou exposition aux chauves-souris, systématiquement, en plus des vaccins, il faut des immunoglobulines. Donc, le patient va sortir de Camopi, de Poisseau, de Marie-Passoula et il va devoir venir à Calais pour faire ce traitement complet. Au niveau de décision de prise en charge, donc, je vous ai juste mis le protocole qui a été en métropole, qui avait été présenté au GIE, pour vous montrer que dans la majorité des cas, il n'y a pas de prophylaxie post-exposition. La France n'est pas considérée comme indemne de rage. Un animal qui a mordu, même s'il n'est pas surveillable, il n'y aura pas de prophylaxie. Par contre, tout voyageur qui sort de zone endémique, il y aura une prise en charge qui sera appliquée. Bon, nous, étant donné que la Guyane est une zone endémique de rage, du coup, il fallait un protocole spécifique à la Guyane qui s'adapte aux spécificités du territoire, notamment les chauves-souris. C'est pour cela que l'ISOGESO a proposé cet organigramme qui a été présenté au GIE. Et
cet organigramme précise bien que dès qu'il y a contact avec chauve-souris, il y a une prise en charge qui doit être appliquée et certains éléments sont à prendre en compte, notamment le fait que l'animal ne soit pas surveillable ou s'il est moche. Donc, tous ces éléments-là, on va les détailler au fur et à mesure. Donc, au centre antirabique, où on reçoit un appel pour un signalement, on demande déjà quel est l'animal concerné, quelle est son espèce, d'où il vient, si c'est un mammifère non volant, si c'est une chauve-souris. Par contre, on exclut, comme on disait, les petits rongeurs. Après, on va déterminer les circonstances de l'incidence. Donc, ça, c'est ce que vous ferez aussi avant de nous appeler, généralement. C'est demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le chien a réagi dans un contexte de défense, est-ce qu'elle avait des petits, est-ce que la personne passait à vélo. Donc, il y a des contextes favorisants, en fait, et qui fait que c'est pas inquiétant. Voilà, donc c'est pas pour autant que le chien a enragé parce qu'il a mordu dans ce contexte-là. Par contre, si on a des éléments qui nous sont signalés d'un comportement inhabituel, d'une agressivité constante et surtout d'une hypersalivation, d'une paralysie, des éléments de signes neurologiques. Donc là, par contre, ça peut être un peu délicat et là, ça va jouer sur la prise en charge qui sera apportée au patient. L'autre question, après avoir fait le point sur les circonstances, c'est est-ce que l'animal est surveillable? Donc, on ne va pas poser la question juste est-ce que l'animal est vacciné, parce que la vaccination en elle-même, pour nous, elle n'est pas suffisante pour déterminer que l'animal n'est pas porteur, ne risque pas de contaminer. Par contre, ce qui est très important, c'est que quand on vous dit que l'animal, par exemple, est sur la voie publique, c'est de demander de faire une recherche. Parce que souvent, c'est un animal de quartier qui a un propriétaire qui a été lâché et qui est retourné tranquillement chez lui et son propriétaire ne sait même pas qu'il a mordu. Et souvent, les personnes retrouvent la trace de l'animal. Si c'est un animal qui est localisé au centre antirabique, la personne va repartir avec ce document, la personne mordue, elle va repartir avec ce document qu'elle devra remettre au propriétaire pour présenter son animal au vétérinaire. C'est 3 visites sur les 15 jours. Et même quand c'est un animal sauvage, domestiqué, donc souvent ça peut être un singe, etc., il peut être surveillé aussi par un vétérinaire ou récupéré par des services adaptés. Donc, le point vraiment important ici, c'est la surveillance de l'animal. C'est la charge de qui ou c'est la surveillance de l'animal? C'est le propriétaire. Donc, il y a 3 visites vétérinaires, c'est le propriétaire qui va payer. Exactement. Et s'il a du mal un petit peu à faire les choses, le patient peut même se rapprocher de la police qui aura de faire des visites pour l'encourager à faire le nécessaire. Et on travaille aussi avec les services de DAF, donc la direction de l'environnement, qui vont aussi contacter et même envoyer un courrier avec une peine d'amende, parce que c'est une infraction pour le vétérinaire. Donc, au décours de ces consultations, les vétérinaires vont nous envoyer à chaque fois les résultats des examens. Donc, je vous ai donné un petit peu aperçu. Donc là, c'est un animal qui a été vu seulement à la dernière date prévue, mais c'est suffisant pour nous dire que l'animal n'était pas porteur de rage. À ce moment-là, le patient n'est pas vacciné. Donc, si on avait commencé son protocole, il va être arrêté. Puisqu'on a 15 jours où l'animal a été surveillé, et c'est sur ces 15 jours qu'on s'attend à avoir des symptômes chez un animal qui peut être présumé enragé. Et si ce n'est pas le cas, c'est que la personne ne fait aucun risque. C'est vraiment cette partie qui est très importante. Par contre, si vous êtes en présence, comme ça a été dernièrement le cas, d'une personne qui a été mordue par un animal qui a été abattu, qui est décédé par la suite ou euthanasié, vraiment la question importante à demander, est-ce que le cadavre est disponible? S'il est disponible, est-ce qu'on peut faire un envoi d'encéphale? Ça, c'est au niveau du service de la direction de l'environnement, des services vétérinaires, et qui font un envoi au niveau du Centre national de référence de la rage. Donc, les résultats sont assez rapides. On les a, vous manquez de temps dans 10 minutes. Ouais, c'est pas une version traditionnelle. Vous pouvez le faire. Normalement, c'est dans 10 minutes que tu dois avoir terminé. Donc, tout va bien. C'est bon. Voilà, à ce moment-là, on a les résultats dans 5 à 10 minutes. 5 à 10 jours. Et ça nous permet de savoir si l'animal était porteur ou pas de virus de la rage.
Et dans ces cas-là, pas de traitement mis en place. Donc, juste pour résumer, donc, dès qu'on est en présence de mammifères domestiques ou sauvages non surveillables, il y a impossibilité de faire l'examen de procédures positives. L'animal est suspect de rage fortement ou des chauves-souris, il y a une prophylaxie qui est appliquée, donc soit vaccination seule, soit sérovaccination si ce n'est pas le cas. Donc, on a différents protocoles. Un petit peu vous montre un petit peu différents protocoles qui sont appliqués au centre antirabique. Depuis récemment, on a commencé les protocoles intradermiques. Donc, on a entre 3 rendez-vous, 3 ou 5 rendez-vous en fonction du protocole qui va être appliqué. Mais même quand un patient qui a déjà été vacciné est vendu à nouveau, on va lui refaire à nouveau des injections. Là, ce sera que des rappels. Donc, même là, il faut que le patient consulte au centre antirabique. Donc, la vaccination, ça peut être en intramusculaire ou en intradermique. Je vous montre un petit peu. Et la sérothérapie, les immunoglobulines se font directement au niveau de la plaie, donc c'est une infiltration locale qui est appliquée au niveau du siège de la morsure pour neutraliser le virus s'il est présent. Donc, ça permet aussi que pour la prise en charge de la douleur, que ce soit fait sur nos parents, surtout pour les enfants. Voilà. Comment les hommes. Malheureusement, c'est le cas. Alors, là, on va passer à la partie la clinique, parce que le temps il va rester très peu de temps. Juste que vous voyez un petit peu. Est-ce que vous voyez à quelle morsure ça correspond, l'animal concerné? Juste là, chauve-souris, voilà. Donc, ça ressemble à ça, une morsure de chauve-souris entière. Ce n'est pas comme dans les films. C'est vraiment une plaie unique. Là, on a un enfant de 2 ans qui a été vendu au cours d'une nuit en forêt. Donc, il n'avait pas de moustiquaire. Il était dans un carré touristique. Et donc là, au réveil, il y avait du sang en très grande quantité au niveau de la tête, des bras. Il n'a rien ressenti et il n'a pas vu d'animal. Donc, cet enfant n'était pas vacciné en amont contre la rage. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Nettoyer la tête, quand on en parle la tête, nettoyer. Voilà. Et la question. Voilà, c'est ça, systématiquement. Et selon vous, quelle décision le centre antirabique prendrait sur ce cas-là? Voilà. Donc, exposition aux chauves-souris égale systématiquement immunoglobuline et vaccination. Donc, même si voilà, ça peut être à distance, mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Deuxième cas, je ne vais pas tout mis, c'est que ça va aller chier, parce que je ne vais pas tout. Là, c'est un patient en commune qui était déjà vacciné contre la rage sur une morsure de chien et qui s'est refait mort. Donc, cette fois-ci, encore par les chauves-souris. Qu'est-ce que vous feriez? Des infections qui peut s'attaquer. Et sinon, dans une charge spécifique antirabique, il faut faire des rappels. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est bien une morsure de chauve-souris que ce monsieur avait. Donc, c'est un grade 3. Donc, il n'a pas reçu à nouveau tout un protocole complet, puisqu'il a déjà été vacciné. Juste relancer la production des anticorps avec des rappels, une sérologie. Et ça a été poursuivi. Ça a été fait directement dans l'antenne qui se trouve à Papaïchon. Il n'a pas eu besoin de venir à Calais. Je vais insister juste sur la notion des infections pour la notion de cours. Nous avons ça, c'est laver. Le lavage à l'eau, on dit qu'on n'a pas de savon, ce n'est pas le savon encore mieux. Sans savon, il faut que. Je me souviens d'un appel pour l'exposition sur les filles, ce que je voulais, c'est le lavage qui est indiqué tout de suite à la personne à distance. C'est normalement, il y a des infections. Normalement, si vous regardez les prises en charge
Il a fait la recommandation des experts sur la prise en charge des feux d'urgence, c'est un peu c'est l'adage abondant, ça compte. Ça enlève 90% des risques. Et il y a une question de Boubacar, Caroline, avant que ça coupe. Il vous a la question de la suture. Quand est-ce qu'on suture, quand est-ce qu'on ne suture pas? Les plaies, quand elles sont, notamment les plaies de chien, quand elles sont délabrantes. Délabrantes, c'est pas ce vous le savez, on ne suture pas de façon fermée une plaie qui est due à la manipulation de la suture jamais. On peut rapprocher des berges, c'est tout ce qu'on fait. On rapproche des berges, on ne suture pas de façon que les acheter le plus délicat possible. Donc, point de rapprochement, si c'est vraiment des berges élargies, mais on ne ferme pas. Sauf le visage. Sauf le visage, même le visage, je ne sais pas fermer complètement. Évidemment, vous, votre niveau, chaque niveau, peut commencer par rapprocher à la limite, que ce soit les gens qui sont finis sur notre personne, il ne faut pas tout faire de toute façon. Mais quand c'est le visage, si c'est une infection qui s'aggrave, c'est plus grave. Les petites cicatrices, c'est plus éventuellement, il faut juste pour revenir sur le lavage, souvent on reçoit des patients, ils nous disent à chaque fois qu'ils ont désinfecté, les maladies. Les gens, souvent, ils ne pensent pas au lavage. C'est vraiment très important de rattraper. Juste pour faire. Évidemment, quand ils sont venus, qu'on n'a pas eu d'appel, c'est pour ça d'ailleurs, le but c'est vraiment de parler à tout le monde en amont, que dans la ville, en campagne, on sache qu'on est exposé en lave. Il ne faut pas plus attendre de venir jusque-là. Le geste du lavage a du sens quand c'est fait en même temps. Alors, j'ai pris compte, puisqu'on ne pourra pas tout aborder. Donc, là, quand vous parlez de suture, donc là, c'est cette petit garçon de 5 ans qui a été transféré au centre hospitalier de Cayenne. Donc, une morsure par un chien. Et le chien n'était pas connu et pas surveillable. Donc, au niveau du centre anti-arabique, on va considérer que comme le chien n'est pas surveillable sur les 15 jours, en plus, c'était une morsure très délavante au niveau de la tête. Donc, là, d'emblée, vaccination et sérothérapie. Je profite de ce cas pour insister sur l'urgence, parce que toute exposition, c'est pas un seulement sur le porteur de bus, le chien, le chat, le chauffeur de l'eau. L'exposition s'entend de contact avec un animal, sans ce qu'on a défini, toute exposition de ce type chez un enfant au niveau de la tête, c'est une urgence. C'est la seule urgence que nous avons mis. C'est-à-dire ça, quand on nous appelle comme ça, on peut être amené à ne pas attendre lundi ou dimanche. Tout est mis en place au niveau du centre de traitement de la vie pour prendre en charge cette situation aussi. Là, c'était un enfant qui a été pris en charge. Ça s'est passé le week-end de lundi. Ça s'est passé le week-end. Ça s'est fait mardi, en fait. Dimanche, une morsure dimanche, le lundi, il est déjà sur le. L'enfant dit 5 jours. C'est bien, c'est ça. Et donc, il a reçu directement au bloc. Il y a une question. J'ai une question. C'était de savoir, est-ce que la décision de faire un enfant de vacciner le sérum peut être influencée par le cycle menstruel, indépendamment du grade